Bonjour Paul, encore un grand plaisir de te retrouver autour d'Activo TV de tes retours d'expérience, de partage d'expérience et puis finalement nous faire aussi découvrir un petit peu les technologies. On le sait que donc tu nous écris un certain nombre d'articles sur Dame News. On a eu un certain nombre d'événements cette année, notamment on s'est retrouvé autour du CEPIC avec notamment alors on va pas appeler ça un standard, mais tu vas nous préciser exactement finalement comment on peut catégoriser ce qu'on appelle le C2PA. En quoi finalement, qu'est-ce que le C2PA? Quelles sont les bases? Quelles sont les fondations? Le pourquoi du comment, hein, finalement. Est-ce que tu peux nous dire ça en des mots simples? Bonjour et toujours un plaisir de discuter avec toi de ce sujet-là. Hem, donc si tu peux pour utiliser une comparaison, c'est l'équivalent, si tu veux du label de nourriture que tu trouves sur tes produits au supermarché qui t'indique exactement quels sont les ingrédients qui se trouvent à l'intérieur de la boîte ou de la préparation et donc c'est la même chose, si tu veux, pour le contenu, tous les contenus digitaux, visuels, mais également texte ou son et cetera. Donc c'est parti d'un consortium de très grosses, compagnies technologiques américaines, Adobe, Microsoft, et OpenAI. Maintenant c'est utilisé ou commence à être implémenté par beaucoup d'autres. Je crois qu'il y a maintenant quelque chose comme 5000 membres à travers le monde qui se disent prêts à adopter ce standard et donc ça permet, aux gens qui veulent, connaître la provenance, et le contenu des fichiers, de pouvoir vérifier et d'où viennent les fichiers, s'ils ont été changés et comment ils ont été changés depuis leur création et de pouvoir, prendre une décision, intelligente, et renseignée sur, la crédibilité donc sur ces fichiers. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut peut-être dire en fait, en tout cas à nos visiteurs, c'est que alors C2PA, vous allez pouvoir retrouver le site, hein, on vous le marque en bas, c2pa.org. Alors le tout, c'est pourquoi? C'est pour Coalition for Content Provenance, donc CC, donc C2, Coalition for Content Provenance and Authenticity. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est un site qui est aujourd'hui qui se met à jour au regard un petit peu des différents conférences qu'il y a eu. Et notamment, on sait que tu as été présent sur la conférence à New York début juin, justement pour, en tout cas, suivre un petit peu les dernières évolutions. Et comme on sait, c'est extrêmement important. Puis toi et moi, bah, de toute façon, on a très souvent l'appareil photo pas trop loin. Et aujourd'hui, authentifier les créateurs est évidemment d'une chose qui est fondamentale. On sait aussi qu'on a toute cette problématique autour des IA génératives, hein, parce qu'à un moment donné, ces IA génératives, comme on l'a vu la semaine dernière avec Luc Julia, bah, elles sont génératives mais pas forcément créatives. Mais qu'effectivement, le cas échéant, c'est important en tout cas d'avoir cette notion de trust, hein, et de traçabilité, hein, n'est-ce pas? Exactement et ce qui est intéressant, c'est que l'idée du site UPA a été créée juste un peu avant la l'émergence de l'intelligence artificielle générative, mais que, c'est tombé au bon moment. Parce que, comme tu le dis très bien, maintenant le souci numéro un pour tout le monde, c'est de pouvoir reconnaître ou identifier le contenu qui a été généré par une intelligence artificielle et celui qui a été vraiment, créé par un être humain, et également, tous les fichiers entre les 2, c'est-à-dire qui ont été peut-être créés par un être humain, mais qui ont été peut-être aussi manipulés par l'intelligence artificielle et de quelle manière. Donc, ce que fait le C2PS, c'est exactement ça, c'est de permettre d'avoir une visibilité dans toutes ces étapes qui ont été faites. Donc très, très, très important par rapport à cette problématique de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que je peux croire et qu'est-ce qui est inventé ou généré. Et quand on reprend un petit peu ce cycle de vie finalement du média, donc on a effectivement cette capture à partir d'un appareil photo. Donc peut-être rappelle-nous parmi en tout cas les constructeurs, les manufacturers, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui comme acteurs en termes de côté appareil photo? Alors, du côté appareil photo, on a les 3 plus grands, manufactures, le Nikon, Canon et Leica et Sony.
sont ceux qui ont ou qui vont très, très bientôt, Qui couvre quasiment 100 des besoins des professionnels. ouais, qui donc ils sont, très, très près. Il y en a qui devraient l'avoir dans leur boîtier ou certains dans leur boîtier d'ici la fin de cette année, donc 2025. Ouais, on a vu d'ailleurs ensemble que c'est pas forcément le cas de tous les boîtiers encore aujourd'hui, mais ça devrait être, au gré des mises à jour, de ce qu'on appelle des firmware, ça devrait être mis à disposition. Donc on a cette première étape finalement de capture. Après, il y a une autre étape qui finalement la retouche, qui est, alors on n'a pas idée, on parle d'IAGEN, et quand on parle de retouche, bon, c'est compliqué de parler d'autre chose que de Photoshop. Et là aussi, Adobe est fortement impliqué au sein de ce consortium. Ah oui, alors Adobe était une première entreprise qui a lancé ce mouvement. Donc c'est intégré dans les outils comme Photoshop, comme, les outils de Bridge, également dans leurs outils de génération d'images comme Firefly, de l'autre côté de l'équation. Donc, c'est très bien intégré au sein de de l'univers de Adobe. Il y a encore des applications qui n'ont pas encore de support, mais ça devrait pas tarder. Donc pour ça, oui, absolument. Et derrière, il y a les autres, compagnies qui offrent des solutions d'édition de contenu visuel qui commencent aussi à à réfléchir sur ça. J'ai un peu une question toute bête parce qu'effectivement, la plupart des professionnels, enfin quasiment à 100%, vont éditer sur un Lightroom ou un Photoshop. On sait qu'on a d'autres outils, hein, même chez les professionnels. On a du photomécanique, on a des outils comme Photostation, on a des outils comme Capture One, beaucoup présents dans les studios photo. Et puis, je dirais que tout bêtement, on a des outils plus grand public comme Canva. Finalement, en dehors d'Adobe, est-ce que les autres s'y intéressent ou pas finalement? Absolument. Tu parlais de cette conférence qui s'est tenue, lieu à New York il y a un mois. Donc, Capture One était là, de même que Photomécanique, et cetera. Donc ils sont très intéressés, ils commencent à faire les premières étapes d'intégrer ça dans leur système, dans leur solution. Donc oui, ils sont tous en train de réfléchir de la meilleure manière d'intégrer ça et de supporter ce standard au sein de leur solution, 100%. Voilà. Puis en parallèle de notre échange, on vous montrait aussi quelques écrans justement de Photoshop, etc., où on retrouve un petit peu ces informations. Donc on a vu finalement une première étape qui est la capture, la deuxième étape qui est la retouche. Je dirais que, et là on arrive un petit peu à un point essentiel qui est la distribution. Alors évidemment, tout le monde ne va pas utiliser forcément un système de DAM pour partager. On va dire que globalement aussi, on peut très bien diffuser directement sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que quid d'un Facebook, par exemple, hein, typiquement, qui indirectement est quand même une des plus grosses librairies d'images que tout le monde un petit peu utilise. Alors, et d'un point de vue plutôt professionnel, et notamment pour les marques, hein, dans la gestion du contenu de la marque, hein, comme on le dit souvent, finalement, quelle est l'adoption côté on va dire DAM vendor, éditeur de solutions? Alors sur les dumb vendors, l'adoption commence, c'est un peu lent. Des vendeurs comme Aprimo, comme Orange Logic ont des solutions et supportent le standard. Donc ils sont tous les 2 prêts et à intégrer ça. Derrière, ça c'est à ma connaissance, il y a pas d'autres dumb vendors qui le font. Mais, ça fait partie aussi d'une démarche d'attendre que leurs clients le réclament, pour pouvoir l'intégrer aussi, qui est un peu typique dans ce secteur. Et donc ça va arriver surtout quand on parlait des boîtiers et donc de fichiers qui vont arriver avec de plus en plus de fichiers qui vont être créés et qui vont arriver avec ces métadonnées. Ils vont avoir de plus en plus de pression pour intégrer cette fonctionnalité. Et est-ce que finalement, parce qu'on sait aussi que tu suis depuis de nombreuses années la solution de marquage Imatag, que ces services sont ce qu'on appelle des services web, des API, est-ce qu'on pourrait pas imaginer finalement un petit peu comme un Imatag va le faire, hein, finalement pour stamper avec un watermark invisible ou des transformations de pixels, etc., pour finalement c'est suivre le cycle de vie un peu des médias. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer des intégrations faciles autour de ces éléments-là, où en fait finalement on n'a pas vraiment de serveur en tant que tel, puisque finalement la métadonnée, comme tu dis, elle est dans le boîtier. Euh, donc quelle est l'intégration la plus facile qu'on peut imaginer
dans un DAM, ça reste la métadonnée embarquée à partir du moment où elle a été identifiée. Ouais, et l'avantage d'une solution comme Imata avec leur marquage invisible, c'est de préserver, les données même si elles ont été effacées. Un des problèmes, comme tu sais très bien de métadonnées, c'est que ils sont facilement effaçables, On fait une capture écran et puis voilà. et oui, et même des fois automatiquement, il y a beaucoup de CMS qui les détruisent automatiquement pour, Ouais, Facebook le premier, hein. Mmh. oui, et donc le marquage invisible permet de réunifier l'image avec ces métadonnées, donc et ça marche avec les PTC également, c'est pas que limité au CTPA, donc en lisant le marquage, ça permet de réassocier avec les données ici. Ça, c'était une des démonstrations qu'on avait faites au sommet, avec l'AFP justement, qui utilise les boîtiers Nikon, leurs photographes utilisent les boîtiers Nikon, donc capturent les images, ils capturent en même temps les métadonnées C2PA, et durant la distribution des images de l'AFP, à travers le cycle du news, bien sûr, se font effacer, et cetera, mais elles gardent toujours ce marquage invisible. Donc avec des outils comme dans le cas de l'AFP, c'est un plugin qui s'appelle WeVerify, qui est utilisé par les professionnels de de, des médias, de lire le marquage invisible et de pouvoir réunifier avec l'image originale, même l'image qui est sortie du boîtier, pour voir s'il y a eu des manipulations, des distorsions, et cetera. Donc, c'est déjà actif, dans le milieu de la presse et du news, dans un modèle comme ça. Alors pour terminer un petit peu, jusqu'à cette fin d'année, finalement, quelles sont un petit peu les prochaines étapes marquantes que tu as pu identifier? Donc, la première, bien sûr, c'est ce qu'on venait de parler, c'est le fait que tous les boîtiers professionnels vont être équipés, enfin, toutes les marques de boîtiers professionnels vont être équipées d'un ou 2 de leurs modèles avec les STPL. Pose une question bête, Paul, mais par exemple un iPhone, est-ce que c'est quelque chose qui est Eh ben, écoute, l'iPhone pas encore, mais le Samsung, 25, celui-là, a déjà du C2PA à l'intérieur. Donc, ça c'est la prochaine étape. On va probablement voir plus d'implémentation l'année prochaine, en 2026, qui sera probablement Apple, ils n'ont pas encore fait d'annonce, donc je peux pas m'avancer avant de dire des choses. de toute façon, ça reste logiciel, on est d'accord? C'est quelque chose qui peut être mis à jour finalement, sans être obligé que chacun achète le dernier smartphone. Absolument, ça peut être fait à partir du niveau du logiciel, absolument, oui, On va pas changer, on va pas essayer de changer le market share des smartphones, sinon ça sera un peu compliqué. non, non, c'est pas la peine de changer. Et sinon, au-delà finalement de ces manufactureurs de caméras, qu'est-ce que tu vois comme évolution majeure? On va le voir apparaître, on parlait de Facebook, LinkedIn déjà affiche le C2PA, donc on va avoir plus de plateformes qui vont commencer à l'adopter parce que ça devient très, très important de pouvoir faire la différence. On va le voir, plus, chez Google et autres endroits. Google est un des membres, très actifs, et on le voit déjà dans énormément de générateurs d'images comme, ChatGPT et autres qui l'intègrent, donc on va le voir, on va commencer à le voir de plus en plus souvent. Et juste pour notre audience, comment on reconnaît ça? Ben, ça va être il y a un petit icône, avec les lettres CR pardon, qui apparaissent, en haut à gauche ou en haut à droite des images, et que quand vous cliquez dessus, vous pouvez justement afficher ces données dont on parle. Donc, heu, faites attention à ce petit CR parce que vous allez le voir de plus en plus. Donc merci Paul, effectivement, pour ce partage d'informations autour du C2PA. Et bien entendu, nous aurons l'occasion cette année, lors de la 5e édition de Ondam, donc 18 et 19 novembre 2025, de te retrouver justement autour de cette conférence pour effectivement voir en cette fin d'année un petit peu tout le parcours et les évolutions que nous venons d'évoquer. Absolument. À très bientôt. Merci bien Paul.